Bien. Donc nous allons passer au deuxième sujet et parler d'André Martin, qui est un enfant abandonné et dont le parcours mérite d'être raconté. L'abandon des enfants en général et surtout des enfants en particulier est une large place dans la mythologie, dans l'histoire et la littérature, je dirais même le cinéma, et il peuple ainsi notre imaginaire. Alors j'ai mis quelques exemples ici, tel Moïse qui est abandonné dans une nacelle de jonc sur le Nil, ou de Romulus et Rémus qui ont fondé Rome, élevé par une louve, et avec Victor Hugo, avec Gavroche et Cosette dans Les Misérables, ou en passant par Dickens ou Hector Malot avec Sans famille. Donc certains hommes nourris en quelque sorte par cet abandon seront sanguinaires. Alors, je voudrais prendre l'exemple de l'Espagnol Pizarro, qui était destructeur de l'Empire Inca et qui mourra assassiné au XVIe siècle. Et puis d'autres seront des génies, comme Arthur Rimbaud, immense poète. Donc parler de cet abandon-là, de la rupture entre le lien de filiation, servit en nous nos propres angoisses de perte et de séparation filiale. La psychologie humaine est si complexe qu'il n'est évidemment pas possible de prédire la vie d'un enfant abandonné. Les rencontres, la résilience sont des facteurs aussi déterminants que le traumatisme de l'abandon lui-même. Il est parfois une chance pour l'enfant, parfois, voire un acte d'amour. Et on ne peut comprendre le sens de la vie d'un homme sans se référer à son histoire d'enfant, son histoire intime, son roman familial. Et l'abandon par la sécurité affective et le défaut de confiance en soi, et les fantasmes aussi qu'il entraîne, est évidemment un élément essentiel de la construction de la personnalité. Alors pourquoi s'intéresser à la vie d'André Martin ? Eh bien, André Martin, c'est un instituteur qui a été maire de Montville, député, sénateur et président du Conseil général, donc homme politique du Haut-Caire, mais aussi et parallèlement président de l'Office départemental des HLM, du Centre départemental de l'enfance de Canteleu, et qui a été également un acteur efficace de la reconnaissance du droit à l'habitat avec Roger Quillot, dont on parlera un peu plus tard. Cette trajectoire personnelle si particulière peut en soi nous interpeller. Mais si l'on apprend en plus qu'il est abandonné à l'âge de 2 ans par sa mère, qu'une grande partie de son enfance n'a pas été heureuse, et d'ailleurs il ne pouvait l'évoquer sans avoir des larmes dans les yeux, alors cela nous interpelle davantage, voire nous éclaire. Alors que les conditions semblent être en place pour qu'il tourne mal, pour qu'il devienne une tête brûlée, comme on disait alors, et les exemples dans notre mémoire, voire dans l'histoire, ne manquent pas, c'est un tout autre chemin que sa vie va prendre, grâce à des rencontres essentielles, une volonté de s'en sortir et surtout une intelligence reconnue. Sa vie s'articulera autour de l'action par le pouvoir au service des plus modestes et des plus démunis. Elle est donc pour nous une source de valeur et donc d'exemple. Alors pour illustrer tout cela, nous allons nous appuyer sur un livre de témoignages, André Martin, qui est une vie construite, édité en 1999, et œuvre pour l'essentiel de Jean-Louis Richard, qui nous fait la gentillesse d'être présent ce soir. Alors Jean-Louis Richard est aussi le beau-frère d'André Martin, et de ce livre, nous emprunterons une bonne part des photos que vous avez et que vous voyez. Alors, André Martin est donc né le 1er février 1926 à Vichy dans l'Allier. Il est l'enfant naturel de Françoise Martin dit Latour, employé dans un hôtel de Moulins. Il est abandonné à l'âge de 2 ans par sa mère et remis alors à l'assistance publique pour être confié, c'est la règle à l'époque, à une famille rurale rétribuée pour cela. C'était un bureautin. De l'amour dans ce parcours, aucunement. De la compassion parfois, d'indifférence aussi, mais également de la maltraitance. Alors, petit André est recueilli jusqu'à l'âge de 6 ans par une nourrice âgée qui l'aima un peu, et dont il garde un bon souvenir, puis jusqu'à 12 ans, par une femme qui le nourrit, mais aussi, avec l'aide de sa fille, le maltraite en toute impunité. Seul le fils prend parfois la défense et témoigne dans cette ambiance hostile des sentiments d'amitié.
Les brimades sont multiples et injustes. S'il chipe de la peau d'un poulet rôti, raclé assuré, et jambes frottées à l'ortie. S'il rentre trop tard de la cueillette d'herbe pour les lapins, car il faut rentrer le sac rempli, eh bien il est privé de dîner. Si la chatte a des petits, il est alors chargé de les tuer à la fourche, ce qu'il n'a jamais fait, rusant pour les transporter au loin en cachette. De son enfance sans amour, dans son absence d'enfance, on pourrait dire, André Martin en garde une réelle amertume et en parle peu, et encore une fois, les larmes dans les yeux. Donc tout semble être en place pour la révolte brutale de l'adolescence. Mais le soutien de son instituteur lui permet de s'en sortir, comme on dit. Un soir, celui-ci le prend à part et lui dit « Écoute André, si tu ne veux pas qu'il te mette au cul des vaches, il faut que tu te battes. Tu en as les moyens et tu peux compter sur moi. » André prend alors conscience qu'il peut s'appuyer sur un adulte en qui il peut avoir confiance. Se sentir aimé en quelque sorte. Et grâce à l'amitié et aux démarches de cet instituteur, il obtient une bourse et peut entrer à l'âge de 12 ans, en 1938, comme pensionnaire dans un collège de Moulins. Bâtiment impersonnel, immense dortoir, repas collectifs en cantine, matin, midi et soir, discipline de fer, défaut d'intimité et de vie personnelle, solitude. Avenir incertain et absence d'amour contribuent à l'installation du désespoir dans la tête de cet adolescent, avec comme sorte d'évidence le désir d'en finir avec cette vie. La solution, se jeter dans l'Allier impétueux. Alors qu'il franchit la rambarde du seul pont de la ville et s'apprête à sauter dans les eaux tumultueuses de la rivière, la main opportune d'un passant l'attrape et l'empêche donc de tomber et le sauve d'une noyade certaine. De ce jour, de ce choc, il décide de vivre et de se battre. Comme tous les pensionnaires, il peut retourner de temps à autre et pendant les vacances dans sa famille référente, ce qu'il refuse tant que cela est possible. Cette solitude touche deux frères de la famille Bernot, Henri et Jean, pensionnaires comme lui, qui, se prenant d'amitié pour André et avec l'accord de leurs parents, instituteurs tous les deux, l'invitent de plus en plus souvent à passer les dimanches afin de ne pas rester seul à l'internat. André s'intègre petit à petit dans cette famille de 10 enfants à mesure qu'un lien affectif se développe et prend ainsi, car plus mûr, le rôle de grand frère pendant que Madame Bernot devient intelligemment une mère de substitution. Monsieur Bernot a quant à lui une bibliothèque qu'il ouvre à un André curieux dans laquelle celui-ci puise avidement. Ce fut alors une période de lecture frénétique, de découvertes historiques, biographiques, romanesques, l'ouvrant à la culture et qui lui permettra plus tard, grâce à sa mémoire exceptionnelle, de citer des vers entiers de Victor Hugo dans ses discours improvisés. Monsieur Bernot sait qu'il peut compter sur l'autorité naturelle, la maturité et la sagesse d'André pour épauler son épouse lorsqu'il s'absente, souvent et parfois longtemps. Il est instituteur. C'est donc au sein de cette famille remuante, chaleureuse, généreuse qu'André passe son adolescence. Il a enfin trouvé une vraie famille d'adoption. Lorsque la guerre de 1939 se déclenche, il a 13 ans, son instituteur avec qui il est resté en lien est mobilisé. Mais il est tué dès les premiers jours de la guerre. André, ressentant cela comme un nouvel abandon, a été terriblement affecté. Il perd là la première personne qui a cru en lui et lui a fait confiance. À son image et à celui de la famille Bernot, il décide de devenir instituteur. Toutefois, dans le département de l'Allier, cela n'est guère possible, il n'y a pas de place. Ce qui n'est pas le cas dans la Seine inférieure, comme elle s'appelle alors, qui est très déficitaire comme la plupart des départements du nord de la France. André s'inscrit donc à l'école normale de Rouen et devient ainsi pensionnaire du lycée Corneille. Pour passer sa première partie de baccalauréat dans le Rouen bombardé de juin 1944 et la deuxième partie dans le Rouen libéré de septembre de la même année. Excellent élève,
Il est reçu avec la mention bien. Durant cette période de grandes restrictions alimentaires et vestimentaires, son costume d'élève est taillé dans une couverture. Le pensionnat du lycée Corneille n'apporte pas toujours les repas nécessaires aux adolescents. Et les colis reçus par quelques-uns ne compensent évidemment rien. André Martin évoquait de temps à autre les douleurs d'estomac provoquées par la faim, qui le gênaient fortement dans ses études, et surtout quand il jouait au rugby, sport qu'il affectionnait. André est évidemment présent lors des terribles bombardements de Sotteville du 19 avril 1944. Alors, juste des chiffres comme ça pour fixer un peu les ordres de grandeur. 6 000 bombes, 20 000 sinistrés sur Sotteville et plus de 800 morts. Et de Rouen, lors de la Semaine rouge du mardi 30 mai au 4 juin, alors là, 40 000 sinistrés, 1500 morts. Et l'objectif de ce bombardement, c'était de détruire les ponts de la gare de Sotteville afin d'empêcher les renforts allemands de venir trop rapidement sur le théâtre du débarquement qui était prévu quelques jours plus tard, le mardi 6 juin. Les immeubles situés à moins de 500 mètres de la Seine sont pour la plupart touchés, comme la cathédrale en flammes, l'église Saint-Maclou dont le clocher menace de tomber, ou détruits, comme l'église Saint-Vincent, le théâtre des Arts, l'hôtel des Douanes, où 140 personnes réfugiées dans ces caves sont tuées. Et comme tous les pensionnaires du lycée Corneille et d'autres pensionnats, André est mis à contribution pour dégager les blessés et les corps mutilés des décombres de Sotteville-Léon. Il était toujours bouleversé, rempli d'émotions lorsqu'il évoquait ces terribles journées d'avril et de juin 1944. 1947 est pour lui une année charnière, puisqu'il obtient cette année-là son diplôme d'instituteur, il se marie avec Yvette Niel et commence son service militaire qui terminera une année plus tard. Il sera nommé instituteur à Montluc. Alors un petit mot sur Yvette Niel, très succinct, trop succinct. Yvette est née à Boteau, donc pas très loin d'ici, en 1927, dans une famille d'agriculteurs au sein d'une fratrie de 13 enfants. Son père fut maire de la Houssay-Béranger pendant 40 ans. Et son fils, d'ailleurs, est ou a été maire de Saint-Jean-du-Cardin. Elle permet à son mari de mener la carrière qu'on lui connaît, et disons que ça n'a pas toujours été très facile, et du mariage avec André, elle a 6 enfants. Il est décédé en 2014 à l'âge de 87 ans. La famille Niel est très contenante et aimante, et son esprit de corps familial est vraiment très fort. Épouser un ou une Niel, c'est épouser la famille en quelque sorte, n'est-ce pas, monsieur ? Ce qui, évidemment, allait bien à André. Et il se trouve que André Martin, qui a été donc abandonné, a découvert, par le plus grand des hasards, qu'il a fait en fait des demi-frères. Et l'histoire mérite d'être succinctement racontée. En 1950, Jean Martin dit Latour, habitant à Neuilly-le-Réal, qui est une petite commune pas très loin de Moulins, a besoin de régulariser sa situation d'ancien combattant et de prisonnier et se présente pour cela à la préfecture de Moulins. Et se présente à une dame qui est une amie de Madame Bernot, qui connaît donc bien André. Au vu des documents fournis, elle fait le rapprochement et lui dit écoutez, je pense que vous devez avoir un frère que je connais. Est-il bien a demandé Jean. Oui, c'est un instituteur et voulez-vous faire sa connaissance? Alors, Jean hésite entre la crainte de retrouver un frère inconnu et la force de ses émotions, et il accepte bien volontiers. Alors Raymond Bernot appelle André pour lui annoncer la découverte et lui pose la question, est-ce que tu veux le rencontrer? Il n'hésite évidemment pas, et aux vacances suivantes, donc André descend avec son épouse à Moulins, chez les Bernot. Alors c'est sur la moto d'Henri Bernot qu'il rejoignent le village de Neuilly-le-Réal, à 15 km de là. Dans une ferme, ils ont demandé où l'on pouvait trouver Jean Martin, on leur indique un champ où Jean travaille. Et Jean, plus vieux qu'André, a été abandonné, lui aussi, mais à la naissance, et donc confié à l'assistance publique. Il grandit chez une nourrice de Neuilly-le-Réal, il en garde une enfance heureuse, et il s'est attaché à cette femme et à son village.
À 12 ans, il devient commis, se loin ainsi de ses enfants. Mobilisé en 1940 et fait prisonnier, il passe toute la guerre dans une ferme allemande. Les deux frères, donc l'un paysan, l'autre instituteur, s'embrassent et leur fraternité est immédiate. Et leur attachement durera toute la vie, dans le respect de leurs différences, évidemment. 40 ans plus tard, en 1990, ils découvrent qu'ils ont un troisième frère, près de Clermont-Ferrand, Henri, qui a passé toute sa vie dans la marine marchande. Et hasard de la vie, ces trois frères sont morts en 18 mois. Alors, la personnalité d'André Martin. Alors, bien évidemment, d'une enfance sans amour maternel, il garde contre sa mère une puissante révolte. Il en a tiré, d'après ceux qui l'ont connu, une très dure carapace qu'il protège aussi d'une très grande sensibilité. En 1974, Madame Bernos, confiant dans une lettre à André, suite à un drame familial, lui dit « Excuse-moi de t'étaler ainsi ma désolation. Je me souviens que toi, comme un appui qui ne manquait jamais, tu savais tout comprendre. » Discret sur sa propre vie, d'une grande adaptabilité sociale, affichant un grand recul sur les événements, il est doté d'une réelle autorité qui le fait percevoir parfois comme autoritaire. Et ne supportant pas de se mépriser, comme il aimait le rappeler, il s'appuie sur une morale personnelle vraiment très forte. De l'ensemble des témoignages recueillis, de ses amis bien sûr, mais aussi de ses adversaires politiques, et j'en parlerai juste en conclusion, et rassemblés dans ce livre d'hommage qui lui est consacré, c'est bien l'humanité, l'attention au sort des plus démunis qui sont soulignés, soit directement, soit en gras. Un jour, un homme vient le voir et lui demander de faire sauter une contravention, comme on dit. Alors André Martin lui demande des circonstances et l'homme avoue qu'il a renversé un enfant et que celui-ci est toujours dans le coma. André, furieux, met un terme immédiatement à l'entretien et met le demandeur dehors en lui disant « Vous osez venir me voir pour une contravention alors que vous étiez ivre, cet enfant ne va peut-être pas s'en sortir, sortez de mon bureau. » On lui signale aussi le cas d'un enfant de 4 ans devenu adoptable, après avoir été placé depuis sa naissance chez une nourrice. Celle-ci postule à l'adoption et présente, après enquête, toutes les garanties pour l'enfant. Mais un psychologue consulté juge la femme trop possessive et recommande que l'enfant soit confié à une autre famille. L'adoption est refusée. Jugeant que le traumatisme de la séparation serait plus destructeur que l'amour possessif, André alors n'a de cesse que de faire annuler la décision. Et l'histoire ne dit pas si la décision était annulée. Donc, intelligence, grande mémoire, créativité en matière d'idées sociales, on va y revenir, humanisme, réalisme, engagement. Il y a là les qualités pour être un meneur, mais un meneur doté d'une véritable éthique, ce qu'il a été, et je peux, moi, en témoigner personnellement, parce que j'habitais Montville pendant 15 ans, et il était le maire à cette époque-là. Alors, l'engagement. Donc après avoir passé son bac en 1944 et obtenu son CAP d'instituteur, il est nommé à Montville et s'y installe en 1948. Il commence à l'âge de 22 ans sa vie professionnelle d'instituteur, engagé, qu'il poursuit jusqu'en 1964, à l'âge de 38 ans, année de son élection au Conseil général. Ainsi, il apprend à lire chez lui à des adultes. Il anime ce que nous appellerions maintenant un centre aéré le jeudi, et avec son épouse, jusqu'en 1959, année où il est élu maire, une colonie de vacances, des petits coquelicots, pendant les grandes vacances. Ce qu'il résume en disant « Le gouvernement de mon pays m'a permis de poursuivre des études. En retour, j'essaie d'apporter de l'aide aux enfants en difficulté. » Sensible donc à l'action sociale, il est, comme beaucoup d'instituteurs à l'époque, sympathisant de la SFI, section française de l'Internationale ouvrière, donc d'orientation socialiste, et dont le secrétaire général est Guy Mollet. Donc, comme je l'ai dit, il était conseiller municipal en 1953, maire de Montville en 1959, conseiller général en 1964. Il acquiert ainsi, par ses expériences, la conscience de pouvoir,
et développe en même temps la volonté d'entreprendre dans le domaine social pour les plus démunis, soucieux de l'intérêt général. L'action sociale... Pardon. Voilà. Donc l'action sociale et l'engagement deviennent pour lui naturellement les moyens. L'engagement politique étant au service de l'action sociale. Ici, durant sa carrière, il exerce pas moins de 16 mandats aux fonctions politiques. De conseiller général à député, sénateur, président du conseil général, il exerce parallèlement 12 mandats aux fonctions à caractère social, dont 9 concernent le logement social et ses usagers, et 3 l'enfance et la santé. Donc l'action sociale d'André Martin. Donc, comme membre élu du conseil général, il oriente son action dans le domaine social en devenant, entre autres, président de l'Office public des HLM de Seine-Maritime dès 1970, et donc qui est un organisme chargé de réaliser et de gérer les habitations à loyer modéré, comme on dit, le HLM, pour le compte de l'État et collectivités territoriales. Il n'a de cesse d'œuvrer que pour l'amélioration qualitative des logements sociaux, pour la représentation des usagers dans les instances de HLM. Ainsi, il installe dans toute la France des commissions mixtes départementales HLM usagers. Il instaure l'établissement des loyers en fonction des situations de famille, la construction au niveau départemental de logements sociaux de type pavillonnaire, ce qui était une révolution à l'époque, mais aussi la formation du personnel du logement social. Il mettra en place pour le personnel de l'OPAC, féminin à 80%, ce que l'on a appelé depuis l'horaire variable. Mais il est également président de la commission de surveillance du Centre départemental de l'enfance de Canteleu dès 1968. Et c'est, selon les témoignages, le domaine qui lui tient le plus à cœur, et l'on peut comprendre pourquoi. Il y fait preuve d'innovation en créant, entre autres, l'unité d'accueil des fratries qui permet ainsi de ne plus séparer les frères et sœurs, on croit rêver quand on entend ça, et l'unité d'accueil des sourds profonds. Cette expérience du domaine social le fait connaître au niveau départemental, mais aussi et surtout au niveau national lorsqu'il, de son mandat de député de 1973 à 1978. Et la rencontre avec Roger Quillot semble évidente tant leurs parcours sont proches. Alors en effet, Roger Quillot donc est maire de Clermont-Ferrand. Donc il est né en 1925, il est fils d'instituteur, il est agrégé de grammaire, et il rejoint les Jeunesses socialistes en 1946 et les SFIO en 1950, dont il devient membre du comité directeur. Il était élu député comme André Martin en 1973. André est à cette époque président de la commission mixte nationale HLM usagers. Commission qui élabore en concertation avec les organisations d'habitants le droit collectif à l'habitat, ce qui était là aussi une révolution. Ainsi, lorsque Roger Quillot devient ministre du Logement et de l'Urbanisme de 1981 à 1983, il s'appuie évidemment sur les travaux de la commission présidée par André Martin pour élaborer sa loi de 1982, dite loi Quillot, qui régit encore de nos jours les relations entre bailleurs et locataires. Donc, Roger Quillot est devenu en 1985 président de l'Union nationale des fédérations de HLM, pendant qu'André Martin en était le secrétaire général. Il y a des rapports entre les deux hommes. Et Roger Quillot est mort en 1998 à Clermont-Ferrand, gravement malade, il s'est suicidé. Alors, l'action politique d'André Martin. Donc, pour André Martin, il ne peut y avoir, en fait, tant les enjeux sont énormes, d'action sociale sans un engagement politique pour les faire aboutir. Comme nous l'avons déjà mentionné, il est donc militant de la SFIO depuis 1946, puis il s'en écarte en 1962 pour devenir indépendant, lorsqu'il pressent que François Mitterrand veut s'emparer de l'appareil politique. Il ne l'aimait pas beaucoup. Il est ainsi rejoint au congrès d'Épinay en 1971 par quelques-uns qui, refusant l'alliance avec le Parti communiste qu'ils perçoivent comme stalinien, et fondent le mouvement des démocrates socialistes français, qui deviendra le Parti social-démocrate, présidé par Max Lejeune, maire d'Avignon. Et ce mouvement, donc
composé de socialistes à l'origine, en fait rejoindra l'UDF en 1978 pour soutenir Valéry Giscard d'Estaing. Alors, parallèlement, après avoir été conseiller municipal de Montville en 1953, il est conseiller général en 1964, il est vice-président du conseil général en 1970, présidé par Jean Le Canuet, le roi Jean. Il est élu député en 1973-78 et il devient, à l'Assemblée nationale, président d'une commission qui est chargée, en fait, d'élaborer la réforme de l'aide personnalisée au logement, qui était déjà expérimentée dans le département de la Seine-Maritime. En 1978, il est battu de quelques voix par Colette Privat, maire communiste de Maromme, et il se consacre alors entièrement à son action sociale au niveau départemental et national et politique dans le département. Cette évolution politique de l'homme de gauche qu'il était vers le centre droit, mais toujours tourné vers l'action sociale pour les plus démunis, fut probablement une des causes de sa non-réélection en 1978, car perçue par une partie de son électorat comme incohérente. En réalité, et à la relecture de sa vie et du sens qui s'en dégage, je vais me risquer à une hypothèse, c'est que cette évolution sur l'échiquier politique local était un moyen pour lui permettre d'accéder à des responsabilités décisionnelles au niveau départemental. Car Jean Le Canuet, du centre droit, le roi Jean, comme j'ai dit, tenait fermement le conseil général et il laissait peu de place en fait à ses opposants. Et afin de continuer son action sociale, André Martin a fait ce choix. Et en termes d'efficacité sociale, la fin, pour lui, peut en quelque sorte justifier les moyens. Au décès de Jean Le Canuet, en 1993, il devient tout naturellement donc, président du Conseil général, en avril, où il entreprend alors des réformes en cohérence avec son éthique personnelle et sa probité. On va dire qu'il a fait un peu le ménage. Puis, après le décès en mars 1993 de Geoffroy de Montalembert, sénateur. Mais il est atteint d'un cancer du poumon et peut-être du pancréas, mais il travaille jusqu'au bout, tant que ses forces lui permettent. Il affiche vis-à-vis de ses proches, devant l'échéance qui s'annonce clairement, le même courage qu'il a animé durant toute sa vie. Il s'éteint quelques mois plus tard, en novembre 1993, il a 67 ans, au terme d'une vie, comme il aimait le rappeler, qu'il s'est construite, affrontant cette dernière épreuve avec beaucoup de courage et fidèle à sa devise qui était « faire face ». Alors, pour conclure, en fait, je vais vous donner un extrait du témoignage que Colette Privat, en 1998, qui était députée maire communiste de Maromme, comme j'ai déjà dit, qui a été rivale d'André Martin dans les sélections parlementaires de la quatrième circonscription de l'époque. Et Colette Privat dit ceci. « Je m'étonne encore des rapports chaleureux que nous connûmes jusqu'à la fin. En effet, la polémique était âpre, parfois cruelle, la caricature venant à l'occasion souligner l'argument. Et pourtant, nous n'avons jamais réussi à nous considérer vraiment comme ennemis. André Martin avait en effet une qualité rare. Il savait respecter une conviction qu'il jugeait honnête et désintéressée. Dut-elle heurter ses propres choix? Je serais même tenté de dire que ses options politiques, au sens politicien du terme, ne me paraissaient pas toujours en harmonie avec son comportement résolument humaniste et social. C'est ainsi qu'il a défendu, sans ostentation mais sans faiblesse, le Centre départemental de l'enfance, l'institution originale qui honore le département, contre les agressions redoutables d'un certain nombre de ses collègues du Conseil général, assurément moins soucieux que lui du devoir de solidarité propre au service public. De la même manière, il a présidé aux destinées de l'Office public des HLM du département avec la constante préoccupation d'assurer au plus grand nombre possible de foyers modestes des logements de qualité. À aucun moment, son ascension dans la carrière politique n'a réellement offusqué une profonde sensibilité au sort des plus démunis. Les dernières années, une fois les péripéties électorales définitivement éloignées, ne purent que conforter une authentique
sympathie mutuelle. C'est pourquoi la disparition si brutale et prématurée d'André Martin a, à titre véritable, si vivement ému. Voilà, j'en ai terminé, mais je voudrais juste vraiment pour conclure définitivement remercier. Alors, Léon Levasseur qui n'est pas là, qui est sur son vélo en train de défendre son titre de champion de France des maires cyclistes. Mais je voudrais le remercier avec son équipe donc, pour vraiment l'idée, parce que l'idée de parler d'André Martin vient de lui, et je trouvais que c'était vraiment une excellente idée. Son efficacité et son soutien, j'en ai pas d'autre. Je voudrais remercier aussi Jean-Louis Michel, qui a bien voulu me recevoir et du temps qu'il a bien voulu me consacrer. Et puis, je voudrais remercier aussi Pascal Martin, donc le fils d'André, qui ne peut pas être là ce soir, mais qui nous a donné son accord de principe pour qu'on parle de son père. Et sans cela, nous n'aurions pas. Voilà, merci.